Nous voici réunis pour tous les deux ensemble pour une émission qui aurait pu paraître improbable vu le sujet, hein, mais je sais que un jour tu m'as raconté cette expérience. C'était il y a environ 3 ans et En 2000, oui, en 2015 en fait. ça concorde en plus. On aura l'occasion d'en parler parce que il a un petit rôle, même un rôle, pas un petit rôle là-dedans, parce que c'était dans cette période où Jean-Claude Carton est parti aux étoiles. Donc Exactement. voilà, donc on aura l'occasion de réévoquer, parce qu'il y a quelque chose avec lui également. Jean-Claude Carton, animateur radio et créateur web TV, dont je rediffuse les archives aussi sur cette chaîne Akasha. Et Jean-Claude qui justement lui-même, et ça fait partie un peu du propos de départ de cette émission, parce que des témoignages que ce soit de commun ou de NDE, je n'ai jamais voulu vraiment m'y coller dedans, dans le sens où quelqu'un avait fait ça mieux que moi avant, qui était Jean-Claude. Il a fait ça pendant pratiquement 30 ans, recueillir des témoignages qui la plupart étaient concordants. On est sur cette notion de lumière, tout ça, mais après, il y aurait beaucoup à redire là-dessus, hein, parce que s'il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu aussi beaucoup d'excès, et beaucoup aussi comment dire, de bluff, et beaucoup de personnes qui ont utilisé les NDE pour se mettre en avant sur des histoires qui étaient pratiquement inventées, parce que c'est très facile, hein, de dire qu'on est sorti du corps, qu'on a vécu la grande lumière, celle de l'amour, tu vois, qui nous porte. Enfin bon, voilà. Ouais. J'en parle avec un côté cynique. Je respecte ceux qui ont vécu cette expérience-là. Je respecte. Mais malheureusement, comme dans tout, il y a aussi ceux qui en profitent et qui font tort aux autres. Voilà pour l'introduction, d'où ce visuel de cette émission qui est un genre de pied de nez un petit peu à tout ça. Bienvenue dans ma NDE. C'est par où la sortie. En tout cas, on va. La sortie par le haut, on pourrait ajouter, qui est un terme très en vogue dans le capitalisme moderne, la sortie par le haut. Mais en tout cas, on va déjà y rentrer. Mhm. On va déjà y rentrer. Donc, Jean-Pierre, moi, donc on s'est connus ben, après tout cela. Et puis, je te laisse. Déjà, d'une part, ceux qui suivront cette émission ne sont pas forcément ceux qui ont suivi les émissions Nécrolomie, tu vois. Non, Donc, non. vu qu'ils auront vu le titre NDE, bon voilà, ils ne connaissent pas forcément sous les autres aspects. Donc, déjà, on va planter le décor qui, de l'avant et de l'après, parce qu'il y a forcément un avant et un après dans chaque expérience, quelle qu'elle soit. Le Jean-Pierre Ah, d'avant l'expérience, c'est quel Jean-Pierre? bah, le Jean-Pierre d'avant, donc c'est un Jean-Pierre qui a été élevé par dont les circonstances de la vie ont fait qu'il a été élevé par ses grands-parents et son arrière-grand-mère et qui a attaqué un jour une semaine à 4, le lundi à 4, et qui, en fin de semaine, nous n'étions plus que deux. On sait que l'arrière-grand-mère, qui avait 97 ou 98 ans, elle est partie en première. Et finalement, c'est le grand-père qui est mort. Et puis le vendredi, c'est Donc j'ai grandi, si tu veux, dans ce côté. Voilà, je dirais, comme dirait Bernanos, qui dispose de sa mort peut affronter n'importe quel enjeu. J'ai appris que la mort, au sens aristotélicien, si tu veux, finalement, était un non-événement. Pour moi, j'ai toujours considéré la mort comme un non-événement. Hein, voilà. Tout ce qui a un début a une fin. Vers 12-13 ans, je me suis passionné pour une collection que connaît bien notre ami Olivier Burette, qui était les livres rouges, là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Gérard de Sède ou je sais pas. Ah oui, C'était une collection qui était spécialisée un petit peu dans les choses, le trésor des Templiers, le trésor de l'abbé machin. l'aventure mystérieuse, c'était la collection J'ai Ouais, lu, exactement. je connais. Alors un truc qui m'avait beaucoup marqué moi à l'époque, c'était le troisième œil de l'Homme sans grand pas, Grand suivi pas, des Secrets de Laura, et là je suis parti
qui avait été d'ailleurs un best-seller mondial, hein, le Troisième œil. Et puis bon, on s'était aperçu que l'Obs en grand pas, en fait, ça peut être son vrai nom, Cyril Hopkins, qu'il était anglais. Certains disaient qu'il avait été réfugié à Lhasa parce qu'il avait collaboré avec des nazis. Enfin bon, il y avait toute une légende. Alors, en tout cas, c'était un type qui avait bien assimilé dans tous les cas de figure et la culture tibétaine et avait su la retranscrire. Enfin, moi... Une petite parenthèse, hein, je te laisserai bien sûr continuer sur l'Obs en pas, parce qu'évidemment, moi j'ai eu dans cette période-là aussi, hein, on a quelque chose de similaire, c'est que j'ai eu acheté pratiquement tous les bouquins de la collection, si ce n'est que le seul, évidemment, après on a appris, surtout avec Internet, hein, qui était l'Obs en pas. Bon, on va dire que, comme dirait je ne sais plus trop qui, on va dire que même les ânes portent des reliques, tu vois. Pour moi, l'Obs en pas, c'est quelqu'un qui a juste vulgarisé des personnes comme Blavatsky, des personnes, voilà. Donc bon, voilà, ça a au moins servi, ça a été un éveil pour certains. Après, le personnage, c'est là où justement il y a ce paradoxe de l'imposteur qui parfois amène des trucs qui servent aux autres. Tu vois, il y a ni bien ni mal. Je te laisse continuer. Et donc voilà, donc vers 12-13 ans, après avoir lu avec beaucoup d'intérêt Les Secrets de Laura, je m'initie comme ça, comme beaucoup de gens, si tu veux, au dédoublement astral. Donc je me dis, tiens, parce qu'il donne des techniques, tu vois. Imaginez que tu sais, tu commences par le pied, comme si tu étais une éponge pleine de fumée, hop, ton pied disparaît, après tu passes à le pied, tu remontes, après bon, le plus dur évidemment c'est la tête, parce qu'il doit rester que le ventre à la fin. Tiens, je te demande 2 secondes. On est sur ça, quoi, voilà. Oui, exactement. Oui. Voilà. Donc j'utilise moi à peu près bon, les 2 techniques qui me conviennent le mieux, dont celle-là, où je fais remonter ma jambe, après je passe à l'autre jambe, après les bras, là, exactement. Et donc ça, j'y viens. Et à mon grand étonnement, si tu veux, au bout de 2-3 fois, j'arrive effectivement à me dédoubler. Donc, alors ça, ce que tu viens de montrer, c'est effectivement la phase où on sort de son corps, mais une fois qu'on est au plafond, on se retourne et on se voit soi-même. On se voit soi-même et c'est exactement. Et c'est là où c'est un choc. Là, c'est un choc. Parce qu'on n'est pas là pour le coup, on se voit. C'est un petit peu comme si on se voit dans une glace. Un enfant se voit pour la première fois dans une glace. Là, on se voit pour soi-même. Et encore, Jean-Pierre, c'est différent de la glace. C'est différent du miroir. C'est en 3D. Voilà, parce que non seulement c'est en 3D, et en plus le miroir lui réfléchit de manière inverse. Et là, non, on se voit tel que nous voient les autres. Donc c'est parfois assez surprenant et assez choquant. On a ce fameux cordon tac-tac qui nous relie. Alors, on fait ça quand même, évidemment, avec une certaine angoisse, puisque, bon, comme le diront pas, il y a les élémentaux qui peuvent venir, faut pas avoir peur, mais enfin, bon, on a beau dire que ce sont des esprits de bas étage et des élémentaux qui ne peuvent rien. Bon, c'est quand même un peu l'angoisse, et il y a toujours cette angoisse, effectivement, de la possession, si tu veux, dite de la possession, de se dire quelqu'un va rentrer dans mon corps, voilà. Donc, j'avais 1 ou 2 copains qui étaient aussi dans ce truc-là, donc qui pratiquaient à peu près, donc j'avais 12-13 ans. Hein. Et bon, et puis après, bon, je dirais que cette période un peu étrange, bon, m'est passé, si tu veux. J'ai perdu un peu. C'est plutôt la vie qui m'a ramené à des choses beaucoup plus matérielles, les circonstances de la vie. Et mais toutefois, de temps en temps, comme me le rappelait un ami de très longue date, de 35-40 ans, il m'arrivait quelquefois d'en parler dans des soirées en maintenant, si tu veux, que c'était tout à fait possible de se dédoubler, de sortir de son corps, ce qui est un discours totalement hallucinant, quoi. Là, on te prend carrément pour un fou. Et c'est là où alors
la réalité rejoint la fiction, puisque c'est à travers moi mon histoire personnelle. Donc tout ça, alors je dirais que ces dernières années jusqu'en 2013, de temps en temps, j'avais l'impression, comme beaucoup de gens l'ont, de tomber dans le vide. Tu sais, au moment où tu t'endors, ou hop, tu te réveilles, tu as l'impression de faire une chute vertigineuse. De développer une marche. Ouais, voilà. Donc ça, je connaissais pas le terme, mais c'est le genre de choses qui m'arrivait assez fréquemment, quoi. Ou alors de voler, ou alors beaucoup de rêves où je volais, enfin des choses comme ça. Et puis en 2014, fin 2014, là, il y a un gros changement qui va s'opérer dans ma vie. Enfin, ça s'est fait un petit peu. En fait, le gros changement a démarré en 2013. En 2013, je commence à souffrir de remontées gastriques très très importantes, tu vois, très très importantes. Mais alors, jusqu'à la gorge. Donc au départ, je m'inquiète pas. Je me dis, tu sais, c'est peut-être il y a un petit clapet sur l'œsophage. Donc je me dis, c'est peut-être, ça arrive que le clapet fonctionne pas, ou etc. C'est pour ça que j'ai des remontées gastriques. Et puis au bout d'un moment, souffrant tellement, parce que j'en étais arrivé à un stade où je devais dormir assis, et je sais pas si tu as essayé de dormir assis, mais c'est quasiment mission impossible, quoi. Ouais. Tu tombes de fatigue à un moment, c'est tout, parce que boum, tu t'écroules, parce que tu peux pas dormir. C'est pas naturel. Pour nous, c'est pas naturel. Voilà. C'est pas une position naturelle. Tu ne peux dormir que quand tu es épuisé, d'épuisement. Et là, donc, je vais voir un médecin qui me dit, il faut quand même faire... merde, comment ça s'appelle, une fibroscopie. Et là, on s'aperçoit que j'ai une maladie qui s'appelle l'œsophage de Barrett, la maladie de l'homme blanc. Tu vois, on nous dit que les races ont disparu, mais les races n'ont pas disparu, puisque ça, c'est une maladie que les noirs n'ont pas. Il n'y a que les blancs qui l'ont. Ça s'appelle l'œsophage de Barrett. Donc, c'est la maladie. Alors bon. Bon, l'origine n'est pas vraiment connue. Enfin, en général, c'est stress, alcool plus tabac. Mais j'ai peut-être ça depuis ma naissance, ils savent pas. Mais probablement, tu sais, l'œsophage, c'est beaucoup lié quand même. Moi, j'ai été fumeur-buveur pendant 35 ans. Donc, alors, donc à partir, c'est bon plus le stress, toi. Donc l'œsophage de Barrett. Donc, alors, l'œsophage de Barrett, bon, c'est quand même un truc sérieux, c'est l'antichambre du cancer de l'œsophage, hein, puisqu'il y en a 1 sur 10 qui va se transformer en carcinome, donc en cancer. Donc, ça demande une surveille, ça demande de prendre un médicament qui va dissoudre à chaque repas, une fois par jour, tous les sucs gastriques, etc., etc., et puis de faire une fibroscopie tous les ans pour surveiller le truc, pour tous les ans. Et bon, bah surtout faire gaffe à ce qu'on bouffe, bien évidemment. Et théoriquement, j'aurais dû arrêter. Donc, alors, quand je dis j'étais fumeur-buveur pendant 35 ans, pour que les gens se situent, bon, je fumais un paquet de cigarettes par jour. Et bon, et buveur, bon, bah, si tu veux, bon. On n'a jamais l'impression d'être alcoolique, mais en fait, bon, moi, je buvais quand même le midi en mangeant. Tu vois, je buvais bon un demi de rouge, j'aimais toujours bien aimer le vin rouge, donc et le soir, pareil, je rebuvais du vin, toi, comme ça en mangeant. Alors, et il m'arrivait, bon, de boire 2-3 demi dans la journée, voilà, puisque j'étais indépendant, j'avais ma boîte, je fonctionnais comme ça, quoi. Bon, ce qui était quand même pas loin, si tu veux, de 2 litres d'alcool par jour, mine de rien, tu vois. On se rend pas compte quand on... Mais bon, jamais bourré, jamais quoi que ce soit. Disons que ce que certains médecins appellent, et ils ont raison de ce côté-là, parce qu'il y a l'alcoolisme en termes d'addiction, c'est-à-dire que ton demi-verre, ta demi-bouteille de rouge, si un jour tu l'avais pas eu, ça t'aurait procuré un manque et tu aurais fait quelque chose pour avoir la dose. Je sais pas. Bah tu sais, on a toujours
c'est ça qui est terrible avec l'alcool, hein, finalement, hein, puisque c'est la plus dure des drogues douces, mais Ouais, bien sûr. J'ai jamais eu ce sentiment, je me suis jamais vu. C'est la caractéristique, si tu veux, des alcooliques. C'est Tu l'alcoolisme vois passif, l'alcool hein. partout chez les autres, mais tu le vois jamais. Tu vois, tout le monde est alcoolique sauf toi. Ben voilà, bien sûr, oui, Voilà. à ce propos-là. Donc, donc là, ça se balançait. Donc là, je me dis, avec mes problèmes d'œsophage, donc là, je me dis, c'est quand même. Là, j'ai vraiment plus le choix. Si je veux vivre encore quelques années, il faut que j'arrête alors, au départ, je m'étais dit, il faut que j'arrête soit de boire, soit de fumer, enfin, etc. J'arrivais pas, j'arrivais à rien parce que j'arrivais pas. Le problème, c'est que l'un appelle l'autre. L'alcool appelle la clope appelle hop, enfin bon. La bonne bouffe Et en appelle. plus, bon, moi j'aimais bien fumer un petit pétard de décontraction pour m'endormir, donc ça voulait dire si je renonçais à fumer, renoncer aussi au pétard, enfin bon, tout était compliqué. Donc et puis un jour, bon, bah, je me dis, de toute façon, là, j'ai véritablement plus le choix, j'arrête le tout, j'arrête tout, quoi. Et je fais tout vraiment à l'ancienne, donc sur la volonté. Donc, ce qui est quand même là, ce qui a d'ailleurs surpris tout le monde autour de moi, parce que là, on a dit putain, c'est admirable. Tu veux pas aller dans des groupes de parole. J'ai dit non, je veux bien aller au groupe du concert des testicules, mais je n'ai pas, donc donc oui, non, non, oui. je fais tout à l'ancienne, comme ça. Et ça se passe bien, enfin plutôt bien. Bon, le premier mois, je me sens quand même, bon, évidemment très nerveux, hein, dans un état un peu de surexcitation. Bon, j'essaye d'occuper mes mains pour vaincre la gestuelle de la clope. 2 mois, bon, au bout de 2 mois, je me dis bon, ça va quoi. Je me dis je dois quand même être sevré, hein, et j'attaque le 3e mois. Et là, au bout du 3e mois, commencent à se passer des manifestations plus qu'étranges, tu vois. On est en début 2015. On est début 2000. On est voilà, voilà, exactement. D'accord. Des manifestations étranges. Un jour, je descends dans la rue et je m'aperçois que tous les gens se ressemblent physiquement. Il y a un film comme ça, je me rappelle plus le titre. Tous les gens ont la même tête ou des traits véritablement, sauf moi. Je me dis c'est dingue, les gens se ressemblent tous. C'est un peu comme s'il y avait une espèce d'invasion d'extraterrestres et je suis seul être à part, quoi. Bon, ça me fait un peu marrer, quoi, mais je m'inquiète pas plus que ça. Mais un autre jour, quasiment dans la semaine qui suit, je m'aperçois, pareil, je me balade dans la rue et j'ai l'impression de connaître les gens. Tu vois, je me dis lui je le connais, lui je l'ai vu à la télé, bon, tout en étant incapable de dire dans quelle émission je l'ai vu. Déjà vu. Et là, ce phénomène commence à se répéter, donc je commence à dire bonjour à des gens que je ne connais pas, donc qui sont un peu interloqués, si tu veux. Certains me disent mais on se connaît, alors bon, je leur dis visiblement, je m'aperçois qu'ils ne me connaissent pas ou qu'on ne se connaît pas. Je dis, bon, on se croise souvent dans la rue. Bon, on me dit, bon, bah, la prochaine fois, à cette époque-là, j'étais dans le 9e. Donc, le 9e, c'est un peu un temple des bobos. Donc, si tu veux, c'est pas un truc, tu risques de te faire agresser. En disant bonjour, qui plus est, tu vois, à des gens. Et puis, le sommet du sommet se passe, mais j'en parle tout le long, j'en parle quand même à ma compagne de l'époque. Je lui dis, tu sais, il se passe vraiment des choses bizarres dans mon cerveau. Je sais pas pourquoi, je pensais à Antonin Artaud en plus à ce moment-là. Je me dis, j'ai l'impression quand même que je suis un peu en train de devenir cinglé parce que là, il y a quand même quelque chose que je ne maîtrise pas. Tu vois, de ces gens qui se ressemblent. J'ai l'impression de connaître ces gens que je ne connais pas. Et le sommet du sommet se produit quand un jour, je vois sur le trottoir en face un copain dont j'étais allé à l'enterrement me faire un signe. Et comme je te vois, toi. Donc, je lui fais un signe, etc. Et là, je dis à ma copine, alors là,
là, ça va plus du tout. Je commence à voir des gens qui sont Oui, morts. donc il était défunt. Oui, donc il était défunt. Oui, Et, j'étais allé à ok. son enterrement, toi. Donc là, Oui, oui, il y a ok. pas de, il n'y a pas de, Il n'y a pas de raison de il y a pas croiser, de, quoi. Ouais, il y a ouais. pas de, De il y raison a de pas de croiser, oui. possibilité d'erreur, si tu Ouais, veux, tu vois, à moins qu'il y avait rien dans, qui s'est fait semblant de brûler un cercueil 8. ouais. Et, euh, et là, deux, trois jours après, euh, je suis derrière l'ordinateur en train de taper des textes. Ma copine rentre juste à la maison. Alors à cette époque-là, en plus, j'habitais un sixième étage, tu sais, les appartements parisiens, 22 mètres carrés, sixième étage sans ascenseur, escalier en colimaçon, vraiment le truc de la mort. Et ma copine, sinon je serais plus là pour t'en parler, venait juste de rentrer. Et il me dit, ça va, t'as l'air tout blanc. Je dis, ouais, je me sens pas bien, je vais m'allonger. Et là, je vais m'allonger sur le lit. Et c'est le dernier souvenir que j'ai. Après, la suite, c'est elle qui me l'a raconté. Elle m'a dit, bah, c'est bien simple, ça a été comme dans L'Exorciste, sauf que ta tête n'a pas tourné. J'ai été pris de convulsions, mais alors d'une puissance allongée. Hein. Mon corps, blam, 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 s'est levé, 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 levé. Et je me suis réveillé 8 jours après, dans un état épaule, épaule cassée, une autre épaule luxée, épaule cassée, plus de dents parce que les pompiers, ma mâchoire était tellement serrée, les pompiers ne sont pas allés avec le dos de la cuillère, D'accord. donc pour m'infibuler, Ouais. ils m'ont descendu en nacelle, etc. Et entre-temps, j'ai fait 3 hôpitaux, donc la Pitié, qui est salpêtrière, qui est spécialisée en tout ce qui est maladie neurologique. Neurologique, oui. Après, comme je me réveillais pas, on m'a transféré à Necker en réanimation, mais, euh, mais ils n'arrivaient pas non plus à me réveiller. Là, ils étaient quand même très très pessimistes, hein, parce que moi, ma copine, c'est surtout pour elle que ça a été très dur, si tu veux. Ils ont dit bon là, à ce stade où il est, regardez, tu vois, j'étais pas loin de la mort critique, quoi, en fin de compte. Ils ont dit bon bah de toute façon, s'il arrive à sortir de ce coma, c'est pas sûr qu'il puisse reparler. 2, c'est même pas sûr qu'il puisse vous reconnaître, quoi. Ça. Et là, j'ai eu un espèce de coup de bol, c'est qu'à force de me faire passer des radios, ils se sont aperçus donc que j'avais aussi une épaule, l'histoire de l'épaule cassée. Ouais. Et donc, on m'a transféré à Cochin, où on m'a opéré de l'épaule pour me mettre un truc en plastique, là. Et c'est en sortant donc de l'orthopédie à Cochin que je me suis réveillé. Et là, j'ai vu donc ma copine qui était là, ma compagne, Marie, ma copine que tu connais là, qui était Uzun, un copain du blog, un copain survivaliste. Là, pour le coup, on était vraiment du blog. Un infirmier et puis une autre personne que je ne connaissais pas, donc j'ai demandé immédiatement l'identité. Et là, tout le monde m'a dit mais c'est qui? Non, on voit rien. Donc j'étais visiblement le seul à voir. Donc il y avait une personne en plus dans la pièce, mais il n'y a que moi qui la voyais. Bon, tout le monde a mis ça sous le compte de la morphine, hein, puisque bon, avec les douleurs, etc., plus les chocs au niveau du cerveau. Comme il n'y avait plus de place à la Pitié, la Pitié salpêtrière, donc on m'a transféré en psychiatrie à Cochin, où je suis resté une semaine. Là, effectivement, c'était en mars, et c'est là où il y a la jonction, si tu veux, qui est incroyable par rapport à l'histoire de Jean-Claude Carton, c'est que je devais faire une émission, moi, avec Jean-Claude. Oui, je m'en souviens. Et donc, ma copine vient me voir en psychiatrie à Cochin. Je lui dis, écoute, il faut absolument que tu appelles Jean-Claude, regarde dans les mails, le prévenir, parce que je pourrais pas faire l'émission. Puisque bon, je sais pas quand je vais sortir, etc. Puis en plus, bon, j'avais et là, figure-toi que il y avait un espace commun en psychiatrie à Cochin, donc avec un ordinateur. Je regarde mes mails et j'apprends que dans une salle à côté, là quand j'y suis, hein, quand j'y étais, on était en train de faire le clouage du cercueil de Jean-Claude. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de clouer. Jean-Claude était mort entre-temps.
et on était en train de clouer son cercueil. J'étais à Cochin, moi, au moment où il y avait le clouage. Alors malheureusement, j'ai pas pu y aller, j'y serais bien allé, mais j'étais vraiment pas en état, je tenais à peine debout, j'étais en lambeaux. Je n'ai pu me rendre, j'ai pu quand même me rendre à l'enterrement par la suite. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont reconnu, ils m'ont dit, vous êtes Jean-Pierre Crépin. Bah, j'étais avec tu sais, les skimettes maintenant, quand tu te casses des membres, là, tu sais, on te plâtre plus, on te, Oui. mais c'est un phénomène, un truc de dingue, quoi. On s'est retrouvés finalement tous les deux à Cochin au même moment. Voilà. Alors, donc ça, c'est la première partie de l'histoire. Et là, on m'explique quand même que je suis un miraculé, je suis. Alors, excuse-moi de te couper, voilà. C'est juste pour marquer un temps, parce qu'on va aborder la seconde partie. Là, tu as abordé ce qui est pratiquement le plus lourd, qui est, donc ce coma a duré pratiquement 8 jours. Oui, oui, 8 jours. Est-ce Et huit que... jours, mais d'un coma. Un coma violent, hein, puisque je te Oui. dis, même mes membres cassés, il n'y avait plus rien. Ils étaient quand même Est-ce que plus que toi... pessimistes. Hein. Ils avaient annoncé même que je ne reviendrais pas. Quoi. Oui, mais Là, est-ce que je toi, suis ce qu'on appelle un revenu. est-ce que Voilà. toi, tu n'as pas de souvenir? Est-ce que toi, en te concentrant sur cette période-là, sur ces 8 jours-là, tu as... Si, alors j'ai des souvenirs. J'ai des Voilà. souvenirs. Est-ce que tu peux Alors c'est des souvenirs. te brancher Mm, mm. à tes souvenirs? Alors moi, ça n'a pas été le tunnel, le vieillard à barbe blanche qui me fait un signe, ou la lumière. Mais Hmm. par contre, il y a eu deux personnages un peu clés. Le premier, c'était Virgile, le poète Virgile, justement comme dans l'Enfer de Dante. Moi, je l'ai eu, Virgile, le protecteur des arts, etc. Qui est le premier d'ailleurs qui m'a dit bon, je vais te faire visiter, je vais te présenter des gens, mais tu vas pas rester parmi nous. Parce que tu n'as pas fini ce que tu avais à faire là-haut. Ah, Tu vois, donc, bon, ok, oui, 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 oui. Ah on est oui, sur un donc élément. mais tu es sous ma protection, etc. D'accord, Donc, bah, oui, oui, sous la protection de Virgile. Tu vois, d'accord. Oui, non, mais c'est pas rien très hein, bien. quand même, tu Non, vois. c'est pas rien, c'est très bien. Non, 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 c'était. Alors je me suis dit bah putain c'est bien. Ouais. Et, et le deuxième personnage qui m'a marqué parce que bon là effectivement il y a pas il y a pas véritablement d'espace-temps, c'est Sundance Kid. Tu sais, il y a un film, c'est pas de Gareth et le Kid, mais c'est Redford et Newman, sauf que là, Sundance Kid, c'est pas Billy le Kid, c'est le mec qui s'est suicidé d'une balle dans la tête en Bolivie pour dire que personne l'avait descendu. Sundance Kid. Bon, D'accord. un mec vraiment en hors-la-loi et lui pareil très sympa. Donc on a parlé et j'étais avec Virgile, mais je sais pas pourquoi, tu vois. Donc le truc totalement improbable, hein, Sundance Kid, donc l'incorruptible quoi. Et Virgile, on a beaucoup échangé. Et je me rappelle très très bien, voilà que du moment où il m'a dit bon bah, maintenant faut que tu retournes là où t'es parce que bon C'est par tu ici n'as la pas sortie. fini d'abord des non exactement C'est par ici la sortie. Voilà, ok. exactement c'est par ici la sortie Hmm. et et, et donc depuis ce moment-là c'est pour ça que bon d'après les médecins disent que je suis un miraculé, d'autres disent que je suis ce qu'ils appellent un revenu quoi. Je suis revenu du truc, Ouais. j'avais dépassé le stade où normalement tu reviens pas. Moi je suis revenu. Donc c'est assez incroyable. Alors depuis que je suis revenu, donc là, je suis revenu et quand je suis revenu, donc là j'ai expliqué un petit peu toutes les semaines. Parce que bon, moi si tu veux, je suis voilà, tu me connais, je suis quand même quelqu'un. Bon, c'est peut-être ma base, j'ai une base un peu, c'est comme des gens qui ont grandi en banlieue, qui étaient dans, j'ai aussi une base, j'ai la culture à la fois peut-être l'homme sans grand pas, mais j'ai aussi une base marxiste. Marx revient à la mode en ce moment, enfin, Oui. tu sais, très matérialiste, une religion matérialiste, si tu veux. Euh, et donc,
je suis quand même. Enfin, je sais que la réalité n'est pas rationnelle. La réalité est tout sauf rationnelle. Hein. Ça, je le sais bien. Mais donc j'ai expliqué, mais et là donc j'ai deux hypothèses qui s'affrontent. Où d'ailleurs les médecins ne sont pas du tout d'accord sur mon cas. Hein. Il n'y en a pas un qui dit la même chose que l'autre. Hein. Forcément, comme toujours. C'est bien là tout le débat. Qu'on Moi, dire qu'il y a autour de ces phénomènes de NDE, c'est que personne n'est d'accord. non. Moi, j'en ai. Alors, il y en a. Il y a des neuropsychiatres qui me disent que je souffre, alors qui m'expliquent les phénomènes de déjà vu. Alors les phénomènes de déjà vu, etc. Ça fait pas super longtemps qu'ils savent comment ça vient. Ça fait, je crois, une dizaine d'années. Oui, mais c'est une théorie, Jean-Pierre. En théorie, oui. En théorie. Ça reste une théorie. Ils savaient pas. Ça fait pas super longtemps. Et c'est comme ça qu'ils m'ont dit voilà, vous souffrez. Et d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui souffrent de ça ou qui veulent écrire à Nico ou m'écrire directement, bon, on pourrait échanger sur ce sujet. Moi, je suis prêt à échanger avec eux. Moi, j'ai mon adresse mail est dans l'économie, dans à propos, ou ils peuvent m'écrire sur Akasha directement. Donc, ils me disent voilà, vous souffrez de ce qu'on appelle d'un problème de lobe temporal. Voilà, lobe temporal gauche et de l'épilepsie partielle simple. Voilà, partial seizure. Ils appellent ça les Américains. Donc ils me disent, voilà ce qui se passe, c'est que en certaines occasions, c'est un petit peu comme le film Memento. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce film Memento. Le mec, voilà, oui. Voilà. Bah, moi, par moment, je suis dans Memento. C'est-à-dire Ils me disent voilà, votre mémoire, votre mémoire du passé vient se superposer à votre mémoire instantanée, ce qui fait que vous voyez dans le présent. Donc c'est un peu l'histoire de la rétrocausalité ou j'en sais rien, tu vois. Vous voyez des choses du passé dans le présent. Donc c'est pour ça que vous avez des impressions de déjà vu. Donc c'est votre mémoire du passé qui vient se superposer. Donc vous avez l'impression d'avoir vu, mais vous n'avez pas vu. Et les morts, ça participe du même truc. Ce sont des gens donc qui surgissent de votre passé. Voilà, moi, ça, c'est l'avis. Bon, il y a c'est l'avis d'un neurologue et qu'on respecte, parce que c'est. D'un neuropsychiatre, voilà. Oui, voilà moi, c'est l'explication. Après, j'ai vu des gens qui m'ont dit si ça vous rassure de croire ça, croyez-le. Mais nous, on pense pas que c'est ça. Tu vois, mais bon, d'un autre côté. D'autres gens plus spécialisés dans la cognitive ou des gens, toi, qui ont des profils un petit peu comme ceux qu'ont examiné Gérard Fraisse, là, dont tu parlais. Nicolas Fraisse. Nicolas Fraisse, alors voilà. Nicolas Fraisse, oui, voilà. Il y a le cas parce Nicolas que l'autre Fraisse phénomène aussi maintenant, avec moi, qui s'est amplifié, et aussi, c'est pour ça que je suis allé voir aussi le neurologue qui est spécialiste que je t'ai envoyé là au Collège de France, qui est un Suisse. C'est l'autre phénomène qui s'est amplifié depuis ce NDE, si tu veux, c'est le phénomène des sorties de corps. Alors oui, c'est très intéressant ce qu'il a dit, parce que ça me permettra justement de rebondir dessus, tout, parce qu'on a eu un échange mail, mais on va retranscrire ça dans notre dialogue, hein, parce que ce neurologue, c'est bien un neurologue. Donc lui, il te dit, en gros, oui, moi, le truc des sorties de corps, je le fais expérimenter à certains, c'est bien ça, et donc je leur fais deviner ce qu'il y a au-dessus de l'armoire. Voilà. Bon. Je te laisse il explique ça de la même façon que les membres fantômes, tu as vu? Pour les gens qui sont amputés, qui sentent leurs bras alors qu'il n'y a plus de bras. Après... Souvent chez les gens qui ont été victimes d'un AVC, par exemple. Mais après, bon, la question qui peut se poser, sous quel protocole il fait ses expériences, d'une part. Oui, tout à fait. Et comme j'ai pu te le dire, et puis là je le redis, demander
chaque expérience, parce qu'on va aborder le quantique aussi. Enfin bon, le mot quantique est utilisé à toutes les sauces, et là aussi Mm. il y a beaucoup d'excès, donc je ne vais pas non plus trop rentrer dans le détail du quantique, parce qu'il y a des gens qui savent en parler mieux que moi, et mieux que nous sûrement. Mais euh, ce que nous apporte la physique quantique, c'est que l'expérience est relative à l'expérimentateur. C'est que Oui, bien sûr. chaque chose observée est différente de l'observateur. Enfin, donc ensuite, quelqu'un qui dit, en gros, veuillez faire ça à tout le monde, c'est pour moi, c'est qui impose ce genre de jeu. Parce que moi, c'est un jeu, c'est un exercice. Donc, sortez de votre corps et allez voir ce qu'il y a sur l'armoire. C'est Mm. un numéro de cirque. C'est pour Mhm. moi un numéro de cirque. Et va avec toutes les interviews que j'ai eu fait de personnes qui sont clairvoyantes, et avec toutes les interviews qu'a pu faire Jean-Claude, il y a une chose que je sais, c'est que les numéros de cirque, les personnes qui sont dans la clairvoyance, ils n'aiment pas du tout ça. Parce que il y a quelque chose, il y a un acte qui est posé qui est de l'acte du doute, tu vois. Et, Oui, bien sûr. Non, bien sûr. et ça influe complètement sur l'expérience, ce qui fait que cette personne-là, peut-être un jour, il trouvera la personne qui lui dira ce qu'il y a sur l'armoire. Mais à mon avis, ça prendra le temps, hein. Bah, Fraisse, Fraisse, apparemment, il arrive, lui. Après, voilà, donc Fraisse, lui, il arrive, mais c'est un des cas, mais bon, Mm. c'est pas tout le monde, quoi, parce que chaque, Ouais. il Non, fut- mais moi, voilà, mais j'ai pas essayé, moi, de me après, mettre après Jean-Pierre, moi, je vis le truc, je me contente de le vivre. Et donc, mais depuis tout ça, si tu veux, comme ils ont extrêmement peur, vu la violence que ça a été, moi, j'ai vraiment failli y rester, hein, si tu veux. Donc maintenant, ils m'ont mis sous des paquines, là, le fameux médicament, un des 3 médicaments qu'il existe pour les épileptiques, si tu veux. L'histoire des bébés des paquines, là. Et le bouddhisme en cachet, comme je dis, tu vois. Donc, j'en prends 2 le soir. Bon, et malgré tout, il m'arrive, toi, de me donner des coups pendant la nuit, ou de me sentir absorbé, hein, malgré le fait que la dépakine chrono 500 mg, c'est quand même un truc. J'en prends une le matin et 2 le soir, donc toi, c'est quand même un traitement lourd, hein, malgré ça. Et, et, le, et il suffit que je ne prenne pas une dose, si tu veux, un moment, etc. L'histoire, par exemple, l'histoire des morts, c'est un truc récurrent. Toi, la semaine dernière, par exemple, j'ai vu Charles Anthony que tu connaissais. Je l'ai vu chez moi, comme ça. Là, j'étais là dans le truc et dans seul coup, je le vois et on commence à parler. Il me dit, tu devrais t'intéresser. Bah tiens, toi, là, ça rejoint de. Il me dit finalement, j'avais raison. On n'a pas besoin d'un corps pour exister. Tu sais, c'était une de ses lubies avant sa mort. oui, Ça rejoignait un peu le corps, c'est de la le, merde. Non, à propos de Charles Anthony, le corps, c'est de la merde. Voilà, je cite. Et pourtant, Charles Anthony, édition l'original, Dieu sait qu'il a sorti des trucs très spirituels. oui, Mais c'était le propos, hein, oui, oui, tout à fait. Alors, avant qu'il parte. et, bon, toi, il y avait un mix un peu entre le transhumanisme, le téléchargement du cerveau, le fait qu'on n'ait pas besoin, effectivement, de. C'est l'histoire de déporter, effectivement, comme tu dis fort justement. Et la clé, même William Burroughs, qu'on cite souvent, Dieu sait, l'écrivain de la Beat Generation, un jour, il a dit à Genesis P-Orridge, le charismatique leader de Throbbing Gristle, il lui a dit le prochain défi pour l'humanité, ça sera pouvoir exister sans corps et hors du temps. Tu vois, lui qui a tout vu, hein, si tu veux. C'était un grand visionnaire de notre époque, William Burroughs, exister sans corps et hors du temps. Donc toute la question, aujourd'hui, on sait, les transhumanistes le savent, qu'on pourra de toute façon télécharger sa conscience hors de l'histoire du corps. Bon, après se pose la question de l'âme. Est-ce qu'on a une âme ou non? Ah Tu vois, ben, tu poses encore la question. est-ce qu'on a un cerveau? Et là, on a un cerveau au sens programmation
c'est des mathématiques. Bon, bah, ça, à la limite, on peut le stocker quelque part. Et après, est-ce qu'on a une conscience? Est-ce qu'on a une âme? Ça, c'est encore autre chose. Et où est-ce que situe la conscience dans ces histoires de dédoublement? Est-ce qu'elle reste dans le corps? Ou est-ce qu'à un moment, Ben, c'est le fond de la on heurte question, son ça, corps? Jean-Pierre. C'est le fond de la question sur lequel, mais là aussi, hein, il y a certaines personnes que j'ai pu interviewer, tous s'accordent sont à dire que la conscience est quelque chose qui est délocalisé de la matière Mmh, mmh. du cerveau, qui a beaucoup d'amalgame là-dessus. Après, on est sur cette question qui là aussi, tout comme la vie après la mort, qui divise ceux qui veulent se cantonner au terrain purement rationnel et purement physique, et ceux qui veulent défricher le terrain, comme des personnes comme, bon, on peut citer Charbonnier, on peut citer Sylvie Toliaz, on peut citer docteur Postel, qui, eux, par contre, ont eu, par leur expérience en médecine, surtout Dr Charbonnier en tant qu'anesthésiste, bon, Ouais, ouais. je peux témoigner de certaines choses. Euh, le fond de la question est là, c'est sur cette histoire de conscience, est-elle qui est délocalisée ou non. Bon, de toute façon, nous, il y a quelque chose qui fait que on a décidé d'en parler, parce que tu as évoqué ta jeunesse tout à l'heure avec l'Aube sans rempart, à l'âge de 12-13 ans. On est pratiquement jumeaux, Jean-Pierre, parce que moi aussi, à l'âge de 12-13 ans, c'était ça aussi. Et moi aussi, ça a donné l'occasion d'une sortie de corps, mais voilà. Donc maintenant, c'est mon tour de le dire. Ça a donné l'occasion d'une sortie de corps involontaire à l'âge de 17 ans, lors d'une séance de relaxation que m'avait conseillé une sophrologue, je crois, oui, pour travailler la respiration, parce que je respirais à l'envers. Ça bloquait parfois la parole. Donc, fait de la relaxation, les premiers exercices de relaxation, là aussi, c'était pas une sortie, mais c'était, tu vois, l'impression de légèreté. Voilà. Et elle me dit, fais ça tous les matins avant d'aller à l'école. Bon. Et un beau matin, donc à 7 heures du matin, je fais cet exercice de relaxation que certains appellent aller au stade alpha, tu vois, tu montes un petit peu la vibration du corps, entre guillemets. Et puis, à un moment donné, voilà, c'est tac, pouf, ça décolle. Et ça est similaire à ton expérience, c'est-à-dire que ce qui est ressenti n'est pas descriptible. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, non, non, Ce, non, non. ce qui est ressenti n'est pas descriptible. Alors, sortie de corps à l'âge, donc j'ai le souvenir du réveil matin à 7 heures, c'était pratiquement 7h01 ou 7h02 du matin. Pour moi, cette sortie de corps, ben, là c'est pareil. Moi, j'ai pas vu d'Angelo, j'ai pas vu de Zozio Astral, tu vois, j'ai pas Mm. vu les maîtres ascensionnés, ni d'extraterrestres. Bon, certains abusent un petit peu de ça, donc soit vrai ou faux, ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est le ressenti de l'expérience. C'est moi, ça a duré peut-être 30 secondes, j'ai 30-40 secondes, peut-être une minute. Comme quelque chose de diffus, donc comme quelque chose qui n'est pas descriptible. Une impression d'être en dehors de la bulle du réel. Avec des couleurs qui sont... j'ai compris plus tard pourquoi ces couleurs étaient comme ça, parce que dès que j'étais dans le moyen astral, il y a des gens qui cataloguent le Ouais, mode oui, astral, le ouais, tout bas à fait. astral, le moyen, tout ça, peu importe. On est sur quelque chose de vraiment très diffus, une sensation très diffuse, et puis tu flippes, tu commences à dire, attends, je suis où? Donc je suis là, et puis là tu reposes. Je me suis reposé dans le corps, mais voilà. Cette expérience qui m'a semblé durer 40 secondes, 40, je dis, moi je peux évaluer, si on peut évaluer le temps d'un astral, si certains arrivent à le faire, ils sont assez forts. Ça m'a semblé durer entre 30 secondes et une minute. Je revois le réveil matin lorsque je me suis reposé, 7h20. Ah, ouais. Bon, voilà. On est sur la densité du temps. Ça aussi, je l'ai compris un peu plus tard, selon le niveau où tu es dans le plan astral où tu es.
selon la densité du plan où tu es, la densité du temps réel, du temps de l'horloge, euh, de notre horloge, celle qu'on connaît, est relative, soit elle est plus, soit c'est 15 minutes. Si j'avais été peut-être dans un plan un peu plus vibratoire, élevé de manière vibratoire, ça aurait Ouais, tu aurais duré, pu aller à la vitesse de la lumière. ça aurait pu être, le temps terrestre aurait pu être complètement différent. C'est pas évident à expliquer, tu vois. Non. C'est pas évident à expliquer tout ça. On n'a pas encore, j'ai pas encore comment dire, la Moi, rhétorique et puis la j'avais formulation. noté quelques trucs parce que pour décrire, pour ceux qui connaissent pas le sentiment de l'épilepsie, tu vois, moi, ce que je ressens, tu vois, euh, parce que moi, les histoires finalement, si tu veux, moi, j'en suis à un stade où moi, ça fait rire les gens quand je dis ça, mais je suis pas loin de préférer les morts aux vivants, tu vois, parce que bon, les morts te parlent pas de leurs problèmes de fric, de leur changement de bagnole, du dernier smartphone. Les morts te parlent de choses qu'ils auraient aimé dire ou aimé faire du temps où ils étaient là. Si tu veux, donc on peut avoir des discussions. J'ai des discussions de fond. J'ai mis du temps à me lancer parce qu'au départ, bon, évidemment, quand tu vois quelqu'un quand tu vois quand la personne morte t'apparaît, si tu veux, t'oses pas parler. Moi, ça m'a mis du temps, si tu veux, avant d'adresser la parole aux morts. Et donc voilà, j'ai commencé à prendre des notes sur ce qui m'arrive. Voilà, donc je te lis ce que j'ai noté. Les impressions déjà vues étaient en général accompagnées de fourmillements dans mes membres. Je me sentais dans un état bizarre. Mon cerveau, comme par moments, semblait s'embraser, et toutes mes forces vitales se tendaient dans un élan extraordinaire. Ma conscience se décuplait au cours de ces moments en éclair. L'esprit et le cœur s'illuminaient d'une manière fabuleuse. Tous mes doutes et mes inquiétudes s'apaisaient. Une sorte de tranquillité supérieure, un sentiment de joie complète, d'harmonie et d'espoir m'envahissait. Pendant ces instants, j'éprouvais un bonheur impensable à l'état normal et inimaginable pour qui ne l'a pas vécu. J'étais en harmonie parfaite avec moi-même et avec l'univers entier, une sensation si forte et si intense que l'on donnerait 10 ans de sa vie, voire la totalité de sa vie, pour l'éprouver. Rapidement, je m'aperçus du revers de la médaille et passais par des instants d'immense dépression. Et si tous ces éclairs, ces illuminations de la conscience de soi à l'état supérieur n'étaient rien d'autre qu'une maladie, une transgression de l'état normal et pas du tout une existence supérieure. J'en étais arrivé à une conclusion paradoxale. Après tout, peu importe que cela soit une maladie, car ce que je voyais, ce que je ressentais me procurait un sentiment inouï. Ce n'était pas des mirages que je voyais, des hallucinations comme il en vient avec le hashish, l'alcool ou LSD qui dégradent la raison et altèrent l'âme. Je pouvais en juger sainement à l'issue de mon état morbide et il n'était pas question pour moi de renoncer à pareille expérience. Voilà où j'en suis, tu vois. Donc, pour l'instant, Ok. Alors, je continue mes expérimentations en me disant peut-être que, évidemment, si aussi je raisonne logiquement, je me dis toutes ces histoires. Parce que bon, quand je dis à mes amis, tiens, que me demandaient alors, t'as vu des morts? Je dis, bah oui, tiens, hier, j'ai vu un tel, ou j'ai vu un tel. Moi, je les vois, si tu vois, la différence. Les morts sont parmi nous. Moi, ils sont, voilà, moi, ils viennent me voir. Et je parle avec eux, si tu veux. Tu vois, je te dis, Charles Anthony, ça a été, bon. Alors, il y a quand même des morts qui sont plus intéressants que d'autres. Hein. C'est comme ça. Mais souvent, c'est intéressant. Parce que le plus important, il y a l'expérience, voilà, on a évoqué tout, je te le dis encore, moi des expériences, s'il y en a eu d'autres, on pourrait en faire une émission de 3 heures là-dessus, parce que là, on a évoqué quand ça se passe, bon, toi, moi j'évoquais une sortie involontaire, mais il y a eu des choses, là aussi, à partir de 2015, tu vois, comment on est jumeaux.
Il y a eu des choses chez moi à partir de 2015 qui ont été par contre Ah oui, c'est vrai. plus dans le bad trip. Voilà. C'est-à-dire que on est dans le phénomène du canal de la canalisation d'informations, parce que ça, on y viendra aussi, parce que dans l'aspect général de tout ça, c'est tout est information, de toute manière. Tout n'est qu'information. Ah oui, Et même au niveau de cette société, on va vers une société qui ne vit que par l'information. bien sûr. Alors, au niveau des expériences qui me sont personnelles à partir de 2015, là par contre, on est dans le revers aussi. On est dans le revers de la médaille, qui est lorsque tu as quelque chose qui est présent en toi, qui est de l'ordre de ce que certains appellent le canal, tu vois, là où tu peux recevoir de l'information, mais que toi tu refoules parce que tu te dis, mais attends, les autres qui sachent le faire, ok, c'est la récup, mais moi, je, je ne suis qu'un petit garçon, tu vois, Bien sûr. mais là au moins j'ai refoulé cette canalisation, d'autres au-dessus, ce qu'on peut appeler entités, défunts, autres, peu importe, ont perçu ce canal. Et Oui. c'est ce qu'on appelle le phénomène des walk-in, c'est-à-dire pas spécialement méchamment, mais tente d'y entrer. Je dis, tiens, c'est comme s'ils voyaient une porte ouverte. Là, je peux essayer de m'y glisser pour... ça me rappellera la matière. Et quand tu prends ça par le corps, c'est ce qu'on appelle... ça te donne des soubresauts, ça te donne parfois quelques malaises, et aussi du vertige. De manière allopathique, c'est l'oreille interne qui se déglingue, parce qu'il y a toujours une raison Ouais. allopathique, tout comme toi, il y a une raison allopathique qui est l'épilepsie. Ça part toujours par quelque chose de physique, mais il y a toujours une raison qui est un peu plus irrationnelle. Oui, oui, tout à fait. Et moi, je tiens à préciser, moi, c'est pas le sevrage en fait qui m'a déclenché tout ça, parce que bon, moi, tous les médecins m'ont dit, par contre, là-dessus, ils m'ont dit s'il y avait une question de sevrage, ça s'arrêtait dans les 15 premiers jours. Hein. C'est pas au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois, vous êtes sevré. Hein. Donc, il s'est passé quelque chose dans mon métabolisme, un truc qu'ils ne savent pas, un truc qu'ils ne savent pas. Mais c'est sûr que je suis différent. Mon niveau de perception est plus du tout le même, quoi. Maintenant, donc la question qu'on pourrait se... Et c'est ça le plus important, parce que là, comme je disais, on a évoqué nos expériences. Il y a l'expérience que certains ont vu des... Bon, voilà, tu as vu Virgile, tu as vu Ouais, ouais. Jean-Anthony, tout ça, c'est OK. Régulièrement, On oui, je le est, vois régulièrement. Hein. on est OK avec ça, mais après, qu'est-ce que ça apporte là, je m'adresse, donc justement, c'est le Jean-Pierre Crépin de après. Comment il digère tout ça, comment il vit, comment il... Bah, comment il vit voilà, comment il vit son quotidien avec ces informations, avec tout ce qui est arrivé, comment il voit oui, eh ben, la je vie. vais te Est-ce que c'est dire comment je différent? le vois, c'est très simple. Moi, je pense que le grand défi, tu vois, pour la civilisation, tel que je le vois, ça a été le sens de mon intervention. Je t'en avais parlé à la conférence des néoludistes, ce qu'on appelle les néoludistes, les gens qui veulent un peu les anarcho-primitivistes, les gens qui veulent revenir en arrière, qui veulent détruire les machines, qui ne veulent pas de l'intelligence artificielle, qui veulent tout ça. Donc le collectif Pièces et Main d'Homme, donc je suis allé à une conf et je leur avais posé, est-ce que vous pensez que 4 milliardaires libertariens américains qui ont acheté des bunkers, qui vont être voilà ce qu'on appelle les GAFA, en face d'eux il y a 1 milliard de musulmans. Est-ce que vous pensez que le milliard de musulmans va rester Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à la phase ultime de la confrontation entre l'étonnant de la mort, qui est le transhumanisme, qui est l'aboutissement de la société technologique dans laquelle on est. Nous, on est dans une société de l'information, mais au-delà de la société de l'information, on est avant tout dans une société technologique. C'est ça.
Tu vois bien, on cherche des mathématiciens, on cherche des scientifiques, on cherche des ingénieurs. Voilà, le surnaturel n'a plus sa place. Tu vois, bon, il y a depuis longtemps, on a parlé même Marcel Gauchet, des philosophes comme ça, on parlait désenchantement du monde. Ça s'est fait progressivement dans toutes les religions, les catholiques zombies. Bon, il reste encore l'islam, et c'est pour ça on assiste actuellement avec le fondamentalisme, si tu veux, à des soubresauts des gens qui ne veulent pas, qui combattent, qui nous disent attendez, on va pas leur expliquer que le Coran c'est de la merde, que Mahomet finalement c'est un mec comme moi, un épileptique, parce que c'est ça ce qu'ils disent. Ils disent regardez, lisez le Coran, Mahomet il avait des sudations, il avait machin. Bon, Jeanne d'Arc c'était une épileptique, ça elle entendait des voix. Mahomet c'est pareil, tac. Toutes les religions vont être détruites par, y compris les religions. Il suffit les orthodoxes, enfin, tout le monde va être balayé par les milliards de dollars qui sont mis dans la singularité et le transhumanisme. Donc oui, moi je pense que pour moi c'est la vraie question de savoir. C'est un petit peu comme où est la conscience. Est-ce que la conscience est stockée dans un ordinateur, ou est-ce que la conscience c'est quelque chose, ou est-ce qu'il y a vraiment une âme? Voilà, le Jean-Pierre Crépin d'aujourd'hui, si tu veux, la grosse question qui se pose. Moi, je n'ai pas envie de devenir transhumain. Pour moi, la mort est un acte créatif, c'est un acte créateur. Je pense que si on ne meurt pas, si tu veux, la création n'est pas la même. On va pas créer des choses si on est immortel. Ça va pas du tout être la même. De même, la façon, tout le système, la façon dont on vit, c'est je produis, je consomme, je meurs, quelqu'un d'autre prend ma place. C'est ça le système capitaliste dans lequel on vit. Donc dans quel système on va vivre, etc., etc. Donc non, moi je pense que justement c'est ça qui m'interpelle, parce que s'il y a bien une question qu'il faut se poser en ce moment dans la société de technologie, où les gens renoncent à leur liberté volontairement, on le voit bien avec le déclaratif volontaire qu'ils font sur Facebook, ça donne quoi, la liberté de choisir entre deux produits? C'est ça, on abandonne des vraies libertés pour des fausses libertés. Alors que s'il y a une vie éternelle, s'il y a une vie après la mort, excuse-moi, ça c'est une vraie liberté. C'est pas une liberté de choisir. Donc non, je pense que le Jean-Pierre Crépin d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se pose la seule question finalement qu'il faut se poser, qui est aussi une réflexion un peu pascalienne, le divertissement et la mort, la relation par rapport à la mort. Est-ce qu'on intègre la mort parce que dans les sociétés occidentales, c'est un tabou la mort. Tu sais, le lecteur comme je dis toujours, le lecteur de 60 millions de consommateurs veut surtout pas se souvenir qu'il est mortel. Les hommes construisent des maisons pour lui. Ah ben justement, mais regarde les cimetières, les trois quarts des cimetières sont bâtis à l'extérieur et au faubourg des villes. C'est pour qu'on les mette loin, tu vois. Bien sûr, bien sûr. On ne veut surtout pas, parler de ça. Alors que dans certains villages, on dit africains, la culture est justement, il y a un respect, il y a une autre approche de la mort où parfois il y a des tombes qui sont au milieu du village et on vient y faire la fête, on dirait tout autour, quoi. C'est une autre approche de la mort. On sait qu'ils sont là, mais et on est content. Voilà, comme tu dis, la mort, c'est une recréation. Oui, c'est une recréation. C'est une transmutation qui est autre. On vit avec, évidemment, le travail du deuil des gens qui sont proches, et on comprend, ce travail est parfois douloureux, ce travail de deuil. D'ailleurs, le deuil se vit toute une vie, avec des phases différentes. Bien sûr. Il y a d'abord le manque, et puis, après l'acceptation. Et tout ça pose aussi la question du rapport au sacré. Pour une société, dans une société de technologie, il n'y a plus de rapport au sacré. Puis il y a plus, parce que là, pour le coup, il n'y a plus de sacré, quoi. Parce que quand tu rentres dans une église, quand tu rentres dans un lieu, tu vois, tu vois le rapport au sacré. On peut faire un jeu de mots dessus, ça crée plus, voilà, ça ne crée plus. Voilà, exactement. Donc non, moi c'est ça qui m'a. Moi j'aime bien être. Finalement, je suis entre les deux mondes. Moi, je navigue entre les deux, si tu veux. Et j'ai pas envie de trancher.
Tu vois, j'ai pas envie de toute façon, les médecins que je vois, et là je vois l'élite des médecins, parce que vu mon cas, vu que je suis un revenu, si tu veux, ce qu'ils appellent un revenu, tu vois, donc je vais tous les ans faire des examens, des IRM, des bordels, des lalins, des trucs de mon cerveau, des scanners. Euh, donc mon cas amuse beaucoup les gens, si tu veux, tu vois, quelque part. Et ils n'arrivent pas à trancher, ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à trancher, si tu veux. Donc moi, on me dit ci, on me dit ça. Euh, et moi, j'ai pas envie de trancher. Toi, j'ai pas envie de trancher. Je te dis, est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est pas une T'as envie de vivre hallucination? avec. Moi, je me suis fait, moi, la compagnie des morts. Je te dis, comme je te le dis, les morts me font moins chier que les vivants. Si tu veux, ils sont agréables, les morts. Toi, il te dit, ah, tiens, j'ai pas le smartphone, tiens, j'ai ma main, un truc comme ça. Le mec, il te fait pas chier pour des conneries, quoi. Il parle de trucs intéressants. Je préfère la compagnie des morts, moi, à celle des vivants. Voilà. Le corps, justement. Et je pense que c'est. Ou On peut, sauf les gens comme toi, bien sûr, on peut finir sur mais ça. Mais on peut finir sur ça. Charles Anthony, justement, lui qui disait le corps c'est la merde, ben, forcément, dans le plan où il est, c'est c'est de de la la merde. merde. Ouais. Il n'arrêtait pas de le dire. C'est dingue, hein. C'était vraiment Mais, mais, son ce, obsession, ça. mais sur le phénomène des dédoublements astrales, tu vois, je pense que tu seras peut-être du même avis que moi. Il y a certains qui ont été très prosélytes, on dirait avec ça. Bon, y compris, bon, pas comme d'autres, hein, qui ont. Je ne critique pas le côté prosélyte, c'est que c'est des personnes qui disent oui, mais donc essayez de vous-même, vivez l'expérience. D'ailleurs, vivez l'expérience, ça fait partie aussi du slogan de Akasha Media Radio TV, vivez Oui, bien l'expérience. sûr. Mais, Mais par contre, les techniques qu'il donne sont bonnes. Les techniques qu'il donne sont bonnes. C'est ça qui est. mais ce que je Bon, veux c'est dire, quelqu'un qui a complètement assimilé les codes. Hein. mais ce que je veux dire, Jean-Pierre, c'est que l'expérience étant tellement différente, c'est que autant pour un, ça va être un véritable trip bien vécu, autant pour un autre, ça va être très mal vécu. Ça va être très mal vécu, et dans ce risque-là, je ne m'engage pas à être prosélyte, à dire aux gens, vous voulez faire ça, disons que je ne serai pas le premier, je ne serai pas celui qui dira fais ça, tu vas voir, c'est super. Si tu le fais de manière involontaire, ok, l'expérience sera là, mais à quoi ça Ah sert? bah On est c'est comme incarné. prendre du LSD, c'est comme prendre un acide. Y a des gens qui en sont jamais revenus. Moi, je connais des gens qui ont pris un acide, qui sont jetés par la fenêtre, quoi. On peut aussi citer les expériences. Bon, ça, tu connais peut-être pas quelqu'un comme Christophe Alain, qui lui a eu un éveil Kundalini qui était assez puissant, il a mis 15 ans pour s'en remettre. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais et encore, son mental lui a permis de bien assimiler le truc, sinon tu finis, ben justement, les trois quarts des personnes qui sont dans les HP, hein, dans les hôpitaux psy, va savoir si, et je crois que, ayant fait une émission avec Nicole Bossé là-dessus, on n'est pas proche des 50%, mais presque une bonne partie sont des personnes qui ont mal vécu certaines choses qui relèvent de ce qu'on appelle le paranormal, de ce qu'on appelle l'expérience de lumière, en gros. Mais Le corps, tout ce qui est moi, ce que je peux dire, si tu veux, c'est que bon, ce qui est certain, ce qui est sûr et certain, c'est qu'au niveau du cerveau, bon, on est loin de tout connaître. Mais vraiment, on connaît ah que non, dalle. mais de toute façon, on est bien d'accord, le paranormal, ça a toujours été comme ça, avec la constante évolution. Et, Le paranormal d'aujourd'hui sera le normal de demain, c'est bah, et évidemment. pour avoir vécu, moi, ce que j'ai vécu, si tu veux, quand tu vois des trucs, ces histoires de trucs du passé qui vient dans le présent, qui vient dans le truc, etc., il faut le vivre pour le croire. Tu sais, comme dans mes manteaux, quoi. Tu sais, tout qui se mélange, et tu comprends pas, quoi. Tu comprends pas. Alors, t'as beau te dire ma mémoire du bon, voilà, moi c'est l'explication. Et encore, ça c'est une explication, je te dis, tout à fait récente. Hein, ça m'a été confirmé. L'histoire de la mémoire du passé qui vient se superposer à la mémoire instantanée, c'est un truc. Moi, je sais pas plus que ça. Hein, c'est ce qu'on m'a donné comme explication. Bon, d'autres m'ont dit, bon bah si ça vous arrange de croire ça, croyez ça. Je comprends que pour votre équilibre psychologique.
Au moins, ils l'ont dit. Mais je voulais en revenir au corps tout à l'heure parce que c'est ça. On est après tout, on est incarné, bon, on est incarné dans la viande, ouais, Ouais. incarné. C'est après tout, c'est pour vivre la matière. C'est pas forcément pour en sortir à tout, ou alors justement de vouloir en sortir, dire à tout prix. Des expériences vécues, que ce soit la tienne ou que ce soit, enfin les tiennes ou que ce soit les miennes, est-ce que c'est pas justement pour mieux vivre la matière après, pour mieux discerner les choses, plutôt que de s'en éloigner. Comme on dit, il y a une vie après la mort, mais il y a aussi une vie après l'expérience. Et quand tu Oui, pourrais dire ouais, aussi, bien sûr. il y a une vie avant, il y a une vie avant la mort aussi. Espérons-le. Oui, Espérons-le. Euh, Quelqu'un comme Timothy Leary, je disais, bon, lui, il a fait le choix de la transmigration de l'âme aussi, tu vois, au dernier moment, entre le stockage de conserver son cerveau cryogénisé chez Humanity Plus, les transhumains, qui avaient proposé, évidemment, c'était un coup de marketing extraordinaire. Timothy Leary, t'imagines quand même le père de l'acide du LSD quelque part. Hein. Enfin, c'est pas que ça, mais bon, on le connaît beaucoup pour ça. Et finalement, c'est le Dalai Lama qui a fait la transmigration de son âme. Tu vois, donc il a fait quand même le choix au dernier moment entre entre la société de technologie et le surnaturel. Il a quand même fait il s'est dit bon, pour l'instant, c'est plus sûr de faire la transmigration de l'âme. pour conclure cette émission, tiens, j'ai un petit message hier qui date pas plus tard que hier soir. Oui, Ayant fait une émission avec Sorine André, qui était, comme toi, enfin, ami très, très proche de Jean-Claude, à qui on peut dédier cette émission, parce que parce qu'on approche de la date de son départ en plus. bah, c'est en Euh, mars, ouais, c'est ça. Oui, c'est le à 15 qui, mars, non? C'est un truc comme ça. ouais, 19, oui. Et Sorine, moi, en lui parlant de cette émission que je devais faire avec toi, et en évoquant le fait que Jean-Claude avait fait ça mieux que moi, enfin, mieux encore avant sur les témoignages NDE, euh, elle a capté justement Jean-Claude, elle en tant que, voilà, que connecté, et qui nous adresse un grand bonjour et qui est content de cette émission qu'on fait ensemble. Voilà, en Ah gros. bah écoute, salut Jean-Claude. C'est vrai qu'on lui doit un petit peu tout ça. Hein. C'est le fondateur. Hein. Voilà, c'était une. Merci pour cette émission. C'était. Voilà, c'était en gros, c'était une émission hors série. On peut dire ça Hors comme ça. série, inclassable. Cette émission hors série inclassable. Peut-être qu'elle aura des commentaires, évidemment. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont témoigner, qui vont mettre leurs commentaires en dessous. Ouais, ce que vous dites, c'est des conneries. Non, c'est pas comme ça, tout ça. On sait tout ça. On est venu que pour témoigner Ouais, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a encore à apprendre, et vivre l'expérience, quelle qu'elle soit. exactement. Bye bye à tous.